Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Je suis heureux d'inaugurer les conférences de cette année à Dijon, 22e rencontre. Naturellement, je remercie toute l'équipe de DTE s'ils m'entendent pour l'accueil et l'organisation de ces journées et d'avoir accepté ma conférence. Alors comme vous voyez, c'est une conférence qui va parler d'un auteur, Giovan Antonio Lovino, et de son traité. C'est bon, vous entendez bien avec le... donc de son traité, Giovan Antonio Lovino, il écrit vers la fin du XVIe siècle, on va en parler. Alors c'est un manuscrit sur lequel je travaille depuis 4 ans à peu près maintenant. Si je précise ça, vous l'avez peut-être remarqué sur le logo en haut, c'est qu'à la base, moi je suis médiéviste. Je ne travaille pas sur les sources de la Renaissance, même j'ai travaillé sur les sources plutôt du Moyen-Âge central pendant mes études, pour ma thèse. Et donc ce traité, ça fait 4 ans que j'y travaille dessus, avec toutes les contraintes aussi que j'ai à côté pour assurer mes cours en histoire médiévale ou en pratique de l'escrime médiévale. Donc s'il y a des rapiéristes, des personnes qui connaissent très bien l'escrime du XVIe ou du XVIIe siècle, je serais heureux d'échanger aussi parce que je n'ai pas la même culture sur l'escrime des XVIe et XVIIe que celle que j'ai sur le XIIe et XIIIe siècle, sur la période sur laquelle j'ai fait ma thèse. Donc je serais très heureux de pouvoir échanger sur certaines hypothèses, théories que j'ai sur cet auteur. Il y a peut-être des choses sur lesquelles qui me semblent un peu originales et qui ne sont peut-être pas tant que ça, ou à l'inverse, il y a peut-être des choses que j'aurais ratées. Voilà, j'essaye d'y travailler, de compléter un peu les lacunes que je peux avoir sur cette période, mais n'hésitez pas après à ce qu'on parle là-dessus. Donc, on va commencer par présenter un petit peu l'auteur. L'auteur, donc son nom, il est donné dans le manuscrit. Je vais revenir un peu plus tard sur le manuscrit. Giovan Antonio Lovino. Il est, donc, il le dit lui-même, originaire de Milan. On a parfois essayé de rapprocher son nom Lovino avec une étymologie du mot louvetier, loup, mais on ne sait pas grand-chose en fait de ce maître-là. Hormis ce qu'il dit lui-même donc dans le traité, il est milanais. On a plusieurs éléments qui confortent cet aspect-là dans le manuscrit. À Milan, à la fin du XVIe siècle, il y a une forte tradition escrimale. Le maître d'armes du roi Charles IX, donc c'est le frère d'Henri III auquel va être dédié le traité, est aussi originaire de Milan. Il s'appelle Pompée. Donc c'est une ville italienne sur laquelle il y a une forte tradition escrimale, et c'est pas anecdotique. À la période de Renaissance, les villes italiennes sont connues pour leurs écoles d'escrime. Il se réclame, ce Lovino, au début du manuscrit, de 22 ans de pratique. C'est là aussi quelque chose d'important, mais on a des fois des maîtres d'armes qui ont des pratiques supérieures lorsqu'ils écrivent. Et c'est un processus assez classique d'annoncer le nombre d'années que l'on a étudier l'escrime. Et donc il écrit ce traité alors qui s'appelle Pratique et théorie pour le juste emploi de toutes les sortes d'armes. La traduction est en français puisque le traité est italien, il est écrit en italien, et donc il est offert, je l'ai mentionné, au frère de Charles IX, au frère cadet, qui va le remplacer sur le trône en 1574, c'est Henri III. Alors Henri III, il est roi de France, il est roi de Pologne au moment d'ailleurs où il monte sur le trône aussi. Il va garder la mention jusqu'à la fin de sa vie, même s'il sera remplacé à partir de 1575 par une nouvelle élection de roi de Pologne. Pardon, excusez-moi, je vois qu'il y a une petite coquille. Je n'ai pas ouvert la bonne version, pardon. Tac, elle est où? Elle est là, ma bonne version. Désolé. Hop. Je la refais, voilà. Il est composé, donc le traité, vers 1570-1580. On n'a pas la date exacte, et pourquoi je la fais remonter un petit peu plus tôt, parce que justement, il est dédié à Henri III, roi de France et roi de Pologne. Et donc, Henri III est élu roi de Pologne avant d'être roi de France en 1574. Il lui reste 1 an. Donc, est-ce que Lovino écrit au
moment où on n'a pas encore changé roi de France et roi de Pologne, vers 1574, 1575, au tout début du règne d'Henri III, ou est-ce que, comme Henri III va garder le titre, même s'il il retournera plus en Pologne, jusqu'à la fin de son règne de roi de France, donc jusqu'en 1589, est-ce que c'est la manœuvre d'un courtisan pour flatter le roi? Toujours est-il qu'on ne sait pas exactement la date de composition du traité, et avec la seule dédicace, on n'arrive pas à le savoir. Ça situe quand même un petit peu les choses. On est dans une période où il y a encore les prétentions des rois de France sur la péninsule italienne, en particulier sur le Milanais. On est sur un roi aussi qui parle très bien italien. C'est le fils de Catherine de Médicis, donc il parle l'italien. Et dans la dédicace qui est faite à ce roi, on a tout un projet de mécénat qui apparaît en plusieurs étapes. On a le maître d'armes qui écrit, qui va donner le traité à son protecteur direct, qui s'appelle Luigi Arluno. Et la ville d'Arluno, elle est pas très loin de Milan, c'est à une quinzaine de kilomètres de Milan. Et c'est ce Luigi Arluno qui est chargé, lors d'une rencontre, de remettre le manuscrit fait par Lovino au roi de France. Donc on a un système de protectorat, de mécénat par étapes ici qui apparaît. Et Lovino dit qu'il fait ce manuscrit en prévision d'une œuvre plus grande. Ça aussi c'est intéressant. Une œuvre où il entend comparer les savoir-faire martiaux, les savoirs escrimaux de l'ensemble de l'Europe. Il parle de plusieurs peuples, il les cite. Alors il y a beaucoup de villes italiennes, de savoir-faire de villes italiennes, mais il parle aussi de savoir-faire français, espagnol, etc. Œuvre, je vous le dis tout de suite, qu'on ne connaît pas. Probablement, on n'a pas de traces, probablement elle n'a jamais été réalisée, et si elle a été réalisée, mais pour le moment, elle n'a pas été retrouvée. Peut-être perdue. Puisqu'on était sur la période donc, du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, petit rappel pour les médiévistes et les combattants à l'épée longue. La deuxième moitié du XVIe siècle, pour la pratique des duels, c'est une période qui est en pleine transformation. Il y a plusieurs événements qui vont marquer les mentalités, qu'on voit réapparaître dans les sources. Un qui est très célèbre, c'est le duel entre le sieur de Jarnac et le sieur de la Châtaigneraie. C'est le dernier camp concédé par un roi de France. Donc, premier événement. Et au cours de cet événement, le champion du roi, contre toute attente, se fait battre par le sieur de Jarnac et qui va donner son nom à un célèbre coup qui va rester dans la langue française. On a en 1559 la mort du roi Henri II lors d'une joute. Alors c'est pas un duel, c'est pas une pratique escrimale, mais c'est quelque chose qui là aussi va marquer les mentalités. Et enfin, en 1563, la condamnation au cours du Concile de Trente des duels judiciaires. Donc c'est une interdiction qui vise à la pratique des duels judiciaires et donc ça va aboutir à un glissement de la pratique, une multiplication à partir de cette période-là de duels qui seront plus à finalité de justice, de finalité judiciaire, mais des duels qui vont se faire en dehors des cadres légaux, pour des défis. Il va y avoir une mode qui va s'emparer en particulier de la France et de l'Italie, et il va y avoir énormément de défis, de duels clandestins qui sortent des normes, des cadres, avec, il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit là-dessus, avec tout le jeu qu'on peut avoir, des fois pour se battre sans se faire prendre, etc., se défier tôt le matin ou tard le soir, à l'abri des autorités, etc. Alors les motifs sont très divers, j'ai marqué des motifs d'honneur, de religion, des fois c'est juste un regard de travers, il peut y avoir des choses très futiles comme des choses des fois plus sérieuses. Et aussi, c'est une période où l'arme se modifie. Alors, c'est quelque chose qui est progressif, mais aux lames qui sont encore des fois assez larges, qu'on voit au début du XVIe siècle, on commence à voir des lames qui s'allongent, des fois qui deviennent extrêmement fines, très longues. Des fois, pour les modèles italiens, on a des rapières, des fois qui, à la fin du XVIe siècle, qui atteignent plus d'1 mètre de lame, donc qui sont extrêmement profilés. Et donc ça aussi, c'est des éléments qui
qui changent un petit peu la manière dont on a de se battre et qui sont des éléments, vous allez voir, sur lesquels on va revenir parce que le traité de Lovino est potentiellement marqué par ces aspects-là. Le manuscrit en lui-même, donc c'est déjà un manuscrit qui est conservé, il a été offert à Henri III probablement, il ne semble pas vraiment sorti des collections parisiennes, il est toujours conservé à la BNF aujourd'hui, sur la cote que vous voyez, le manuscrit italien 959. C'est un manuscrit unique, ce qu'on appelle un apax, donc c'est-à-dire un manuscrit qui n'a pas fait école, qui n'a pas fait de tradition, on n'en connaît qu'un seul, et on n'a pas l'œuvre plus tardive de Lovino. C'est aussi, à ma connaissance, le seul manuscrit milanais que l'on a sur la période. On a beaucoup de manuscrits italiens à Bologne, à Rome, à Modène, etc. Mais à ma connaissance, on n'en a pas d'autres à Milan. C'est un très beau manuscrit, il est fait sur parchemin, c'est pas la norme à la fin du XVIe siècle, on est sur plutôt des œuvres en papier, souvent des œuvres imprimées, là c'est vraiment un manuscrit, c'est-à-dire littéralement manuscriptus, écrit à la main. Il comporte 78 folios recto verso, mesurant globalement presque un A4 actuel, 25 cm sur 29, donc c'est un manuscrit de taille relativement importante. En italien, je le disais, et surtout c'est un manuscrit qui est très soigné. Il y a une très belle calligraphie, ce qu'on appelle une cursive de chancellerie, qui est faite à une encre noire qui n'a pas d'étain avec le temps. Le texte est appliqué, il est justifié, c'est-à-dire il est aligné des deux côtés de la page. Et puis il y a ces lettrines dorées qui sont présentes et cette enluminure, ce dessin qui occupe une place importante dans le manuscrit et qui présente toujours des personnages très colorés, avec des couleurs qui sont restées assez vives aussi au cours du temps, avec un cartouche doré aussi qui entoure la représentation. Ça fait partie des manuscrits, et c'est pas parce que je travaille dessus, mais c'est cet aspect-là qui m'a, entre autres choses, qui m'a attiré sur ce manuscrit. Ça fait partie des très beaux manuscrits, peut-être des plus beaux manuscrits qu'on ait conservés. On pourrait comparer l'esthétique et la qualité à un Paulus Hector Mer, par exemple, en termes de réalisation. C'est vraiment un manuscrit fait pour un roi. Les enluminures, j'en ai parlé, avec une moyenne aussi importante. Elles font en moyenne entre un tiers et la moitié de la page sur les dessins, qui sont... Voilà. On a la chance, je le mentionne pour ceux qui veulent aller le voir, d'avoir une numérisation qui a été faite par la BNF, une numérisation en haute définition. Donc on peut vraiment zoomer et voir les détails, notamment les détails des doigts. Je sais que ça avait beaucoup intéressé un auditeur. Voilà, on voit vraiment des détails assez marqués. Et il existe depuis de très nombreuses années une transcription en italien et une traduction qui a été faite par Lionel Lauvernet et qui est disponible au téléchargement, qui est plutôt de bonne qualité. Il y a quelques cookies, mais quelle traduction, on n'en a pas. L'œuvre en elle-même, elle se compose de 3 parties. Il y a une partie sur laquelle je ne vais pas beaucoup m'étendre, c'est le prologue. On a une dédicace en Henri III, c'est sur un seul folio recto verso qui n'est pas numéroté ici. Donc c'est là où on a la dédicace à l'invincible et très chrétien Henri III, roi de France et de Pologne. Donc on a la mention du titre dont je vous parlais plus tôt. La dédicace, c'est assez classique, on passe la brosse à reluire au souverain, le format assez classique de la Renaissance. Il n'y a pas énormément de choses intéressantes à l'intérieur, à part cette culture de la cour et du mécénat. La partie qui est la plus intéressante, la plus originale de l'œuvre, c'est la partie des duels. Donc, on a 66 folios. Là, ils sont numérotés aujourd'hui avec une numérotation moderne. Il en manque un qui a été découpé de manière très soigneuse. Il est constaté à la fin du 19e siècle, là, en 1887. On voit qu'il y a une page à l'épétarge qui a été enlevée.
Et à la fin, sur une dizaine de folios, on a un discours sur la théorie de l'escrime. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez souvent dans les œuvres du XVIe et du XVIIe siècle, où l'auteur va commenter et donner son avis sur l'escrime. Donc la première partie, je ne vais pas beaucoup en parler, je vous l'ai dit, parce que le prologue et la dédicace, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les duels et par contre le discours sur la théorie de l'escrime et la comparaison entre les deux, je vais m'y appesantir un petit peu plus. Alors les duels, dans le manuscrit, c'est un procédé extrêmement original pour présenter l'escrime. C'est pas quelque chose, de ce que j'ai vu dans les œuvres que j'ai consultées sur le XVIe et XVIIe siècle, qui est répandu. Je ne pense pas même qu'il y ait vraiment de cas à ce point comparables. Il y a des fois des petits, il y a des duels inventés qui existent dans certaines œuvres, mais l'Ovino, il y a quand même un mélange de plusieurs choses. Si on regarde le premier duel qui est mentionné, donc c'est le jeu 4 ou la pièce 4, le duel le duel commence ainsi. Scipion a appelé Hannibal pour un motif lié à l'honneur à combattre à l'épée seule. Il entre en lice, mettant la main à l'épée, il se place en garde du dehors contre Hannibal, comme on le voit sur la figure. Hannibal se met en face, en garde du dedans, tenant la pointe de l'épée dirigée vers la main de Scipion pour l'empêcher de descendre et frapper, et après le duel continue. Donc il y a la mise en place, le motif, et surtout, ce qui choque au premier abord, c'est la présence de ces deux personnages qui ne sont pas du tout issus de l'époque de Lovino, mais de la République romaine, Scipion et Hannibal, un Carthaginois. Donc deux personnages qui ne sont pas du tout du temps de Lovino. Et tous les duels sont dans ce cadre-là. On a sur les 66 duels, 66 x 2, 124 combattants de l'Antiquité en fait. Alors ça peut être des périodes très espacées de l'Antiquité. Des fois on a des personnages qui viennent du monde grec, d'autres qui sont de la fin de la période antique. Très souvent, comme Scipion et Hannibal, ils sont à peu près de la même époque chacun, mais quelquefois on a des personnages qui sont vraiment espacés dans le temps. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça nous donne un peu à voir la culture que peut avoir un maître d'armes, ou peut-être son entourage aussi, du savoir, savoir intellectuel de son époque. Le duel, par rapport aux transformations que l'on a là, entre les duels normés que l'on a qu'on peut trouver encore au début du XVIe siècle et ceux qui deviennent dans les marges, dans l'illégalité à la fin du XVIe siècle, eh bien, il se passe, on le voit, ils entrent en lice pour un motif lié à l'honneur. On a plutôt une mise en scène d'un combat normé. Alors, on n'est pas du tout dans des combats de gladiateurs dans l'Antiquité. Lovino va les transposer à un cadre qui est beaucoup plus près que lui. C'est du combat en champ clos, mais un combat qui tend en fait à être interdit depuis 1563. Donc il n'est peut-être pas si loin que ça, c'est probablement une période qu'il a connue, mais il remet ces personnages de l'Antiquité toujours dans un cadre légal et pas du tout dans du combat de taverne ou un combat sur le pré qu'on ferait de manière clandestine. Et alors il y a peut-être un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'en faisant combattre des personnages de l'Antiquité dans un cadre légal, même si on est sur une période en transition, eh bien, ça permet de faire passer la pilule, si vous voulez, d'une pratique qui est en train d'évoluer, mais tout en sachant qu'on est en train d'offrir un manuscrit à un roi qui ne voit pas toujours aussi d'un bon œil, ça dépend, la pratique des duels. Il y a toujours un jeu un peu bizarre de la part du pouvoir royal en France. D'un côté, on autorise, Henri III d'ailleurs, il n'a pas trop interdit les mignons des fois de se battre entre eux, mais d'un autre côté, il faut limiter la casse pour les commandants de l'armée, et donc il y a des édits royaux qui interdisent la pratique des duels, qui sont moyennement appliqués, donc il y a toujours un aspect un peu ambivalent de la royauté française. Et c'est peut-être un élément pour contourner un peu cette pratique qui est pas légale, mais qui est aussi dans les mœurs de la noblesse, le fait d'avoir des personnages de l'Antiquité qu'on va faire se battre, voilà. C'est autrefois, c'est pas aujourd'hui, monseigneur, etc. Et là, donc le dernier aspect qu'il y a dans ces duels, c'est qu'en fait, Lovino va nous donner tout son projet pédagogique à l'intérieur. Les combats qui sont donnés à l'intérieur, ils n'apparaissent pas dans n'importe quel ordre.
le manuscrit est extrêmement structuré, on va en reparler un peu plus tard, et Lovino nous donne des éléments d'abord assez simples, et au fur et à mesure qu'on va aller de plus en plus loin dans les duels, de plus en plus complexes, et avec de plus en plus d'armes. Et donc, en plus d'avoir un savoir intellectuel de personnages de l'Antiquité, en plus de jouer sur le cadre légal, il a vraiment tout un programme pédagogique qui va s'appliquer à travers ces duels. Pour ces duels, on voit donc, je parlais d'armes de plus en plus compliquées, on voit un ensemble d'armes qui correspondent globalement à ce qu'on a sur une œuvre de la fin du XVIe siècle, une dominante d'escrime à l'épée seule. Donc là, ce n'est pas le seul maître qui théorise l'épée seule de manière principale. Ensuite, on ajoute le poignard, la cape, et puis tout un ensemble de boucliers. Alors sur des pièces assez courtes, sur des duels assez courts, il y a généralement entre 2 et 4 pièces là-dessus. On a quelques formes de combat avec de la double épée ou de l'épée à deux mains. On termine par une arme d'ast et une pièce contre un cavalier. Si je vous montre parce que l'idée c'est quand même de le voir un peu ce manuscrit, ça c'est les premières pièces de chaque arme. Donc l'épée seule, ici. L'épée avec la dague, un poignard, c'est probablement un poignard qui est relativement court encore à cette période-là. Là, je remercie Vincent de m'avoir indiqué un certain nombre d'armes dans les collections. Vous voyez que ce n'est pas les armes qui ont des grandes gardes sur les poignards. Les gardes sont assez courtes ici. Et plutôt des petits poignards. Il y a 6 pièces donc là-dessus. Quelques pièces à l'épée cape qui n'ont pas un énorme intérêt, si ce n'est que ça présente surtout la manière d'enlever la cape et de l'enrouler autour du bras de 2 façons différentes. Il y a une pièce vraiment où il s'en sert de manière effective, mais sinon c'est plutôt du positionnement. Une série de pièces avec des boucliers, la bocle, 2 pièces, je ne sais plus si c'est 4 ou 2 pièces. L'arrondage, c'est 2 pièces, c'est celle qu'on verra samedi matin pour ceux qui feront l'atelier. Et la targe, là aussi, on a une pièce lacunaire sur la targe. On a 2 pièces en droitier-gaucher qui sont très difficiles à comprendre. Et je pense que lui-même, à un moment donné, s'est emmêlé les pinceaux dans le manuscrit. 2 pièces à la double épée. On a quelques traces donc d'épée à une main et demie et d'espadon. On a des pièces 1 contre 2 combattants. Les 6 pièces plus une où il montre la position de garde à la lance, donc à la lance. Ça, c'est l'arme d'ast qu'il y a dans le traité. C'est pas souvent qu'on a la lance. Très souvent, on a des armes comme la pertuisane plutôt, la hallebarde ou ce genre de choses. La lance, c'est pas si fréquent et le fait que ça soit la seule, c'est un peu remarquable. D'ailleurs, le petit système qu'il propose à la lance est super bien fait. Et la pièce, donc, un cavalier contre un piéton. Donc voilà pour les premiers jeux de chaque arme. Vous voyez que le manuscrit est très soigné, très beau, avec beaucoup de couleurs, ce que je disais tout à l'heure. Dans la dernière partie, donc, Lovino nous détaille un peu plus sa pédagogie. En fait, on a pu la suivre tout au long des duels, mais il va vraiment l'exposer dans le discours de fin qu'il y a. C'est un discours fictif qu'il fait entre lui et son protecteur, Luigi Arluno. Et en fait, il va nous détailler son programme éducatif, sa pédagogie. Il parle donc le premier élément à faire attention, c'est la saisie de l'épée. Il explique bien, il va donner les 2 gardes principales qu'il va utiliser, donc la garde de dehors et la garde de dedans. Ça, c'est ce qu'on a dans les trois premiers jeux. Ensuite, il dit que l'on doit apprendre tout ce qui se fait en gros sans feinte. Les palons, les coups de main droit et de revers, les astocs simples de plein temps et les défensives associées. Petit à petit, il va commencer à introduire des feintes, donc les coups trompeurs et les défensives, d'abord sur des coups de taille, montant, descendant et coups de travers.
Et il va essayer de jouer avec des termes de temps qu'il ne définit pas. Le demi-temps et le contre-temps. Et oui, c'est ça qui est des fois un peu compliqué chez Lovino, c'est qu'il ne donne pas toujours les définitions des termes qu'il utilise. On va, après les feintes de coup de taille, associer les feintes de pointe des deux côtés. Et là, vers le milieu de la partie à l'épée seule, il dit que le cœur du système, ça ne repose pas sur tout ça, mais ça repose sur la trouvade. Et il va, donc la trouvade, c'est une action où il va engager le fer de l'adversaire. Et donc ça permet de se protéger de la pointe, quelquefois de le relâcher, de couteler. Mais il va vraiment développer tout un système autour de l'action de trouver le fer, ce qu'on a sur le terme en escrime moderne d'engagement, de prise de fer, et j'allais dire attaque au fer, mais non, ça serait plutôt des prises de fer chez Lovino. Ensuite, il se rapproche encore un peu plus avec des jeux à mi-épée. Et puis, il termine par toutes les entrées qui font suite à une action au corps à corps. Et les 3 derniers duels présentent même des actions qui sont plus que du désarmement ou de la saisie, mais vraiment de la lutte. Si on suit le programme pédagogique qu'il donne à la fin, quand il parle avec son protecteur dans le discours, avec Luigi Arluno. Si on regarde globalement les duels, alors il y a quelques petites exceptions dans les duels, et si on regarde le programme iconographique qu'il y a dans le manuscrit, eh bien, l'ensemble est très cohérent. Bien sûr, il y a des fois des petits éléments un petit peu qui questionnent, mais globalement, il a suivi le programme pédagogique qu'il annonçait. Ça, je le dis parce que ce n'est pas toujours le cas chez les auteurs du XVIe siècle. Ils sont loin d'être toujours très cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils montrent. Donc là, chez Lovino, on est plutôt cohérent. Les premiers jeux avec la saisie de l'épée sont illustrés dès le départ. Ensuite, il va avoir tout un système où il va présenter des gardes et des actions de plein temps. Il va placer des coups de pointe. Donc on a une série dans l'iconographie où on a des coups de pointe qui sont montrés en train de toucher. Il y a une pièce de transition, c'est le jeu numéro 13. C'est là où il fait un peu la synthèse de ce qu'il a fait sur les premiers jeux. Et là, il dit, attention, ce qu'on va faire ensuite, on va voir les trouvades. Et là, c'est vraiment l'aspect important du système. Et donc, dans la suite, on a tout un tas de trouvades qui sont d'abord présentées les pieds joints. Donc, on a une série de planches avec les trouvades pieds joints. Et puis, on a des trouvades qui sont montrées pieds espacés. On en a 2. Alors, c'est le seul endroit où il y a une petite incohérence. Les trouvades pieds espacés, il y en a une qui est montrée jeu 19 et l'autre, elle est montrée jeu 23. Je ne comprends pas pourquoi il y a un écart entre ces deux jeux. C'est la seule erreur que je vois dans le programme iconographique. Et d'ailleurs, cette pièce, quand je l'ai travaillée au début, quand j'ai travaillé dans l'ordre du manuscrit, j'ai trouvé qu'en fait, tout ce qu'il disait dans le jeu 23, en fait, on en aurait eu besoin sur les jeux précédents. Donc je me demande si elle a été bien placée dans la structure. Et puis ensuite, donc, ce que je vous disais, toutes les actions avec saisie de garde, on se rapproche encore un peu plus. Il y a des coups de pommeau des fois qui sont mentionnés. Et puis sur les 3 derniers jeux, donc les pièces qui font la transition, où on passe des actions où on saisit la main, etc., à des actions où on est beaucoup plus proche, coups de pommeau, et des techniques qui ressemblent à de la lutte, à des traverses, ou avec une technique ici qui consiste à faire asseoir son adversaire. Ça, c'est la dernière, à l'épée seule, où on va exercer une pression pour faire asseoir l'adversaire. Donc il y a vraiment le programme pédagogique qui est autant cohérent en fait que les duels et que le programme qu'il donne dans le discours. Donc ça c'est pour les grands aspects de l'œuvre. Dans le discours théorique, en plus de son programme, de sa pédagogie, Lovino il nous donne autre chose. Il va nous faire part de certaines préférences qu'il a dans l'utilisation de l'escrime. Alors, il y a la manière de saisir l'épée et la façon de dégainer l'arme du fourreau.
Il va parler de certaines gestuelles récurrentes. Par exemple, il va s'opposer aux maîtres qui mettent tout sur l'esquive. Et lui, il va dire qu'il faut parer en escrime, qu'il faut faire des parades. Peut-être une critique d'Agrippa, un peu, auquel on reproche souvent de mettre trop de choses sur l'esquive. Il a, en plus de ça, de nombreuses considérations tactiques. Par exemple, il dit que les appuis rassemblés, c'est-à-dire les pieds joints, sont meilleurs que les appuis espacés. Il n'explique pas pourquoi, mais il dit que c'est mieux. Donc, il dit qu'il faut parer. Il dit qu'il faut éviter les battements de main parce qu'il a vu trop d'hommes à qui il manquait des doigts. Oui, taper les pieds de l'autre, c'est dangereux. Il préfère le jeu couvert et les prises de fer. Et il dit que les trouvades sont meilleures que les secouements. Donc les secouements, c'est des actions où on lâche le fer de l'adversaire. Alors ça peut être des dégagements, des dérobements, peut-être des coupés aussi en escrime. Voilà. Mais il dit que lui, il préfère le travail avec prise de fer, en fait, avec contrôle du fer de l'adversaire. Il revient très souvent sur l'importance de maîtriser le temps en escrime, mais il ne définit jamais le temps d'escrime. Et dans les traités des XVIe et XVIIe siècles, les auteurs ne sont pas tous d'accord sur la définition du temps d'escrime. Il y a cet homme-là qui a donné une traduction récente de Docciolini qui nous donne encore une autre définition du temps d'escrime. L'été dernier, je travaillais sur Paladini. La définition du temps d'escrime chez Paladini, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Enfin, voilà, donc les auteurs de la Renaissance ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, qu'est-ce que c'est le temps d'escrime pour Lovino? Il n'a pas dit, donc ça sera... on en restera là. Donc on est dans une escrime qui pose la question en fait des influences là-dessus, parce qu'il y a des choses, s'il a des préférences, il ne présente pas que ses préférences, Lovino, dans les duels. Et ça, c'est l'aspect en fait qui m'a énormément questionné quand j'ai travaillé sur ce texte. Est-ce que Lovino, est-ce que le manuscrit qu'il nous présente, c'est un traité, un système qui est cohérent, ou est-ce qu'il est en train de nous parler de plusieurs choses? Parce qu'en fait, en dehors de ses préférences, Lovino, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont dissemblables entre ce qu'il explique dans la théorie, dans le discours de fin, et dans les jeux qu'il montre. Par exemple, très bien, il nous dit qu'il a une préférence pour les appuis rassemblés. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec des fois l'escrime espagnole? Ça, c'est une question que je m'étais posée quand j'ai commencé à travailler dessus. Aujourd'hui, je vois un peu plus de textes italiens où il y a des fois des appuis comme ça rassemblés. Mais il y a peut-être des choses qui rappellent un peu ce qu'on a en destreza, par exemple, en escrime espagnol. Mais il montre aussi, et de manière assez importante, des appuis qui sont épandus et qui peuvent être des fois épandus de manière très marquée. Là, on est écarté, c'est peu marqué. Mais sur ce jeu-là, les corps sont vraiment représentés très bas, les jambes beaucoup plus fléchies que sur la moyenne. Et donc, même s'il a une préférence pour les appuis resserrés, il n'hésite pas, sur un certain nombre de pièces, à montrer ses escrimeurs se battre dans des appuis qui vont être fléchis, voire très fléchis. Et quelquefois, il parle même de corps qui vont être inclinés. Alors, l'iconographie ne le montre jamais. Ça, j'expliquerai ça un peu après. Mais les corps ne sont pas toujours, a priori, tenus droits, comme on pourrait le penser, et juste en regardant les images. Il est très peu explicite sur les déplacements. Ça, c'est un élément qui, là aussi, étonne, parce que dans les duels, il mentionne un certain nombre de déplacements, notamment les déplacements vers le dehors adverse. Donc, c'est quand on est combattant, c'est droitier, c'est vers sa gauche, vers sa propre gauche, avec un système de pas où il bouge très souvent d'abord le pied gauche, donc qui est le pied arrière, et ensuite le pied droit. Mais à part ce déplacement-là qui est récurrent et qui est très souvent expliqué, les autres déplacements, souvent, il va les donner une seule fois.
d'autres façons de bouger, d'aller vers l'avant, d'aller vers la droite, de pivoter sur une jambe. Ça, il va le dire qu'une seule fois dans le manuscrit. Et ça questionne un petit peu des fois sur certaines actions où on n'a pas du tout en fait la coordination bras-jambes qui est montrée, ou les actions, les actions de jambes qui vont être données pendant les actions de bras. Donc il y a beaucoup d'actions des fois qui nous laissent un peu songeurs quand on les analyse. Pour autant, dans le discours, il dit bien que dès qu'on bouge avec les armes en main, dès qu'on change de garde, eh ben, on doit bouger la vie, esquiver de la vie, bouger, se déplacer et pas rester statique. Donc ça a l'air d'être important pour lui de bouger, mais il ne nous donne pas toujours les détails qu'il faut lorsqu'il présente le duel. Petite illustration des différents types de pas qu'on peut avoir. Le pas du pied droit devant, bon, classique quand on est droitier, ici. Surtout sur cette action-là qui ressemble à une imbrogliata des Bologna, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Okay. Là, on a une touche qui est illustrée, les appuis rassemblés. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu déjà en destreza, où on a des touches sur la pose du pied arrière, en fait. On se place avec la jambe avant, et en rassemblant les jambes vers l'avant, avec la pose du pied arrière, c'est là où on va faire la touche. Et puis, on a aussi des touches avec le pied gauche devant. Donc il n'est pas systématiquement le pied droit devant, il n'explique pas beaucoup, pas souvent quand il passe le pied gauche devant, mais on a des illustrations où on voit le pied gauche devant. Donc ça c'est un peu une des difficultés qu'on va avoir dans l'analyse des pièces de Lovino. Autre difficulté et éléments qui questionnent entre le discours théorique et les duels. On a deux gardes principales qui sont mentionnées. Alors, il les présente très tôt dans le manuscrit, dans les jeux 2 et 3. La garde de dehors, ici, qui correspond à une seconde dans les autres traditions italiennes, et une garde de dedans qui est là montrée en tierce, mais quand on lit le texte, ça ressemble sans doute plus à une carte qu'à une tierce. Donc la main en supination ici, et la main en pronation pour la garde de dehors. Donc ça, c'est les deux gardes principales qu'il présente, mais il en donne d'autres. Il donne quelque chose qui correspondrait plus ou moins à une prime. Lui, il appelle ça une garde haute. Il y a une garde basse chez Lovino qui serait une tierce basse chez d'autres auteurs romains. On a une garde, le pied gauche devant, qui permet de faire les battements de main, ici, avec la main souvent qui est près du flanc ou de la hanche. Il l'utilise aussi à la dague, celle-là, quand il va chercher les battements de dague avec la main gauche. Et le bras qui n'est pas autant étendu sur le combattant qui est à droite, la main un peu plus basse que ce qu'il avait montré sur la garde de dehors et la garde de dedans. Donc en dehors de ces deux gardes principales, en fait, il va en utiliser d'autres qui reviendront moins souvent dans le manuscrit, mais dont il se sert aussi. Ces gardes, elles posent un certain nombre de questions, notamment parce que dans les pièces qui sont montrées, le bras est très 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 souvent représenté déjà en extension, tendu complètement, et ça soulève des questions à la fois de fatigabilité, est-ce qu'on reste tout le temps dans cette position-là. Les systèmes de garde et de quillons de protection de main ne sont pas encore très complets à la fin du XVIe siècle, donc toutes les menaces de pointe qui peuvent être faites sur la main lorsqu'on a le bras tendu. Donc c'est quand on regarde les illustrations ou quand on lit le manuscrit, ces positions-là, on se doute bien qu'il va falloir les mettre en mouvement quelque part, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires lorsqu'on lit le texte. Et un élément qui joue aussi à ça, vous l'avez peut-être remarqué sur les planches que je vous ai montrées, c'est que l'iconographie, elle est aussi représentée, c'est un peu posé chez Lovino, c'est un peu figé. Autant il y a des auteurs de la même époque qui montrent des choses un peu plus en mouvement, ou juste après, des Capoferro, des Fabrice, où on sent bien que ça part vers l'avant, que ça pousse, etc. Là, chez Lovino, les gars, on sent qu'ils ont pris la pose et qu'ils tiennent la position jusqu'au coup de pommeau qui arrive dans les dents de l'autre, là, en retournant sa propre épée. Il n'a pas l'air de beaucoup souffrir, le gars en vert, quoi. Pourtant, il est en train de manger son épée dans la figure. Donc
Donc, voilà. Et alors là, les pièces où il est à 1 contre 2, on a des problèmes de perspective, etc., qui se posent. Là aussi, il y a l'iconographie, on ne sent pas trop le mouvement là-dessus. Donc tout ça, ça ne nous aide pas des fois à compléter les petits manques du texte. On a enfin un dernier problème. Alors là, c'est pas spécialement lié à l'aspect entre les duels et le discours théorique, mais on a pas mal de termes qui sont synonymes dans l'œuvre, notamment la position basse, qui désigne, des fois les combattants sont en position basse parce qu'ils sont avec des appuis bas, et quelquefois ils sont en bas parce qu'ils se sont trouvés en bas. Donc quand on a l'illustration qui va avec, c'est très bien, mais sur la suite des manuscrits, il dit ils se mettent en garde et ils se mettent en bas. En bas quoi? Avec les épées ou en bas avec les jambes? Et des fois, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas vraiment le départ de l'action. Il y a aussi la problématique du terme dehors. Dehors, ça correspond à la garde, au dehors du personnage. Mais quelquefois, on met dehors l'épée de l'adversaire pour la faire sortir de la vie. Et dans certaines actions, c'est pas le dehors de la garde du dehors, c'est le dehors de la vie en fait, et on l'a chassé plutôt du dedans, enfin depuis le dedans. Et on l'a mis dehors de sa vie. Et ça, c'est un problème. Est-ce que c'est clair cet aspect-là ou je suis pas clair? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je le réexplique? C'était pas clair dans le texte déjà. C'était pas clair apparemment dans le texte. Dans le texte, c'est pas clair. En fait, la garde du dehors, c'est la position qui protège ici. Donc, très souvent, il prend la garde du dehors, il fait sortir l'épée donc depuis le dehors. Mais quelquefois, c'est dehors de la vie, c'est-à-dire que la pointe menace, et on peut l'envoyer dehors de la vie par le dehors ou par le dedans. Et des fois, c'est par le dedans, en fait. Quand on lit l'action, ça peut pas être autrement. Et ça, c'est des fois compliqué. Voilà. Et le dernier aspect, c'est lié à la trouvade. Il y a la trouvade chez Lovino, c'est un peu comme le chasseur chez les inconnus. Il y a la bonne trouvade et la mauvaise trouvade. Et là aussi, on ne sait pas trop. Trouver l'épée, c'est des fois juste engager, être en contact. Mais il y a une trouvade qui est supérieure, en fait. C'est la trouvade qui permet, tout en engageant l'épée, d'éloigner le fer de l'autre et de le maîtriser vraiment de bout en bout. Et là aussi, le texte ne nous le précise pas toujours. Est-ce que c'est juste un engagement de l'âme et l'action va se faire derrière? Est-ce que c'est une trouvade qui va aller jusqu'au bout, éloigner la menace? Là aussi, il y a des fois des petits soucis pour être sûr de ce qu'il veut nous dire. Et puis, même s'ils ne sont pas hyper nombreux, il y a quand même quelques discordances entre des fois le discours théorique et les duels. La plus importante, à mon sens, c'est celle des battements de main. Lovino dit qu'il ne faut pas les faire, que ça fait... Voilà. Et pourtant, il montre quand même un jeu où on fait un battement de main. C'est au début du manuscrit, mais il montre au moins une pièce où on le fait. Alors, dans tout ça, est-ce qu'on peut y voir un système cohérent? C'était un peu le questionnement qui m'avait animé. Je commence à avoir quelques explications dans cet ensemble. La grille de lecture qu'il propose, Lovino, est très cohérente. C'est-à-dire qu'il va pouvoir appliquer avec son système, garde dehors, garde dedans, un certain nombre d'actions, trouvades, etc. Il va pouvoir lire les actions d'escrime et les actions d'escrime potentiellement d'autres traditions, d'autres maîtres, avec sa dénomination. Il a réduit, c'est une synthèse sur certains aspects, un peu comme fait Di Grassi quasiment à la même époque. Di Grassi, vraiment, il rassemble les choses autour de 3 gardes. Ce n'est pas le seul auteur à faire des synthèses. Sur certains aspects, il est assez synthétique, mais il a quand même une grille de lecture qui permet d'analyser pas mal de choses. Mais il applique probablement à une variété de styles d'escrime. Et dans les duels, je pense qu'il n'y a pas que son style... Pardon, je la refais. Il n'y a pas que son style d'escrime et ce qu'il propose dans le discours de fin. Ça ne serait pas impossible qu'il y ait déjà, en fait, dans les duels, une amorce du projet qu'il veut faire, du futur projet, où il voudrait comparer les escrimes européennes et faire un manuscrit plus grand. C'est possible que dans les duels, il y ait déjà ça,
mais qu'il n'en ait pas encore mis le nom et pour appâter le roi, rentrer à son service, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons, mais c'est possible qu'il y ait déjà cet aspect-là dans les duels. En fait, il y a des pièces je les donnerai à un pratiquant bolonais, les premières pièces, avec beaucoup de coups de taille, de battements, etc. Je pense que ça choquerait personne. Quand il parle des stocks courbés, je le donne à un pratiquant de Fabrice. Je pense qu'il se sentira très à l'aise avec le placement du dos très profilé vers l'avant, etc. Peut-être pour les trouvades, quelqu'un qui fait beaucoup de destreza se sentira assez à l'aise là-dessus. C'est possible donc qu'il y ait déjà un repère en fait de plusieurs formes d'escrime européennes déjà qui apparaissent sans le dire dans ce manuscrit-là. En tout cas, c'est une hypothèse que j'ai et qui permet d'expliquer certaines difficultés de lecture. Ça n'empêche pas que là-dedans, il va donner ce qu'il préfère. Et ça, il le fait dans le discours théorique. Il a certaines préférences qui sont assumées. Et il va même des fois chercher dans certaines pièces à les imposer en combat. On a 2 ou 3 pièces où la logique de la pièce, c'est comment imposer la trouvade, donc c'est-à-dire l'engagement offert, face à quelqu'un qui ne veut pas faire de trouvade et qui n'arrête pas de couteler, donc c'est-à-dire donner des coups de taille. Et donc il dit comment il faut faire pour se placer et petit à petit presser l'adversaire pour imposer la trouvade. Donc c'est la logique des pièces. À l'inverse, il déconseille, une fois qu'on est trouvé, de sortir de la trouvade parce que c'est trop dangereux. Voilà. Ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est un autre aspect, et c'est là où, s'il y a des personnes qui connaissent bien l'univers des 16e et 17e siècles, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je me suis demandé si, notamment par rapport aux appuis rassemblés et aux liens qu'on peut faire avec des fois l'escrime espagnol qui les utilise beaucoup, si Lovino, il ne questionnait pas un peu sur notre vision, à nous aujourd'hui, des grandes écoles de l'escrime italienne et de l'escrime espagnole, par exemple, et si, en fait, on n'avait pas des choses, des fois, qui étaient un peu plus au carrefour de plusieurs traditions qui pouvaient aussi apparaître dans nos traités. Ça, c'est quelque chose que, encore une fois, je soumets très humblement à votre expertise parce que, comme je vous disais, je suis médiéviste de formation et les sources des 16e et 17e siècles, je les maîtrise pas toutes, pas complètement en tout cas. Et voilà, donc j'ouvre peut-être la discussion là-dessus en vous remerciant pour votre attention. De pas chasser, on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec Aurélien sur Manciolino. Et très souvent, on a effectivement cette expression « un pas chasse l'autre » dans les textes bolonais. Donc c'est quelque chose que l'on a aussi. La question que l'on a chez Lovino et qui est liée en fait un petit peu à la fois à cette absence de déplacement très précis dans le texte et cette iconographie un peu figée, c'est des fois à quel point il bouge de cette position. Est-ce que c'est juste un mouvement transitif, un peu comme dit Grassi va faire un pas chassé pour accélérer un peu l'action et éviter que l'adversaire ne voit le rapprochement du corps et donc le faire de manière très rapide. Chez Lovino, on a vraiment des fois l'impression qu'il part dans cette position et qu'il va rester dans cette position. Et ça ressemble, à mon sens, mais peut-être c'est une erreur, un peu plus à ce que font les pratiquants de destreza, où on reste beaucoup, on rapproche très souvent et on a cette espèce d'escrime un peu dansée là, qu'on voit des fois faire par certains pratiquants. Voilà. C'est la question que je me pose. Oui. C'est la structure de la pièce, bonne question. C'est l'offenseur et l'offensé. Voilà. C'est l'offenseur et l'offensé. Alors, il y a une sorte de codification des fois de qui doit faire l'action en premier, mais il ne la respecte pas toujours. Et il y a des fois, il dit l'offenseur devrait se mettre dans cette garde-là, mais il ne le fait pas. Voilà. Et il ne dit pas pourquoi. Il y a une fois, il dit je vais vous expliquer pourquoi, et il ne le fait pas. Pour revenir sur les pas rassemblés,
Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de Marozzo, mais dans les interprétations qui sont faites sur à l'épée à deux mains, il y a énormément de positions d'attente par assemblée. Tu vas revenir, tu ton épée à toi en menant en une position intermédiaire avec les pieds qui se rassemblent. Donc, je ne sais pas si c'est décrit tel quel, mais en tout cas, les Italiens qui le montrent à voir, ont ces positions qui n'ont pas de correspondance, en tout cas, et c'est vraiment beaucoup plus rassemblé d'ailleurs que pour moi quand Dest fait ça. Oui, c'est vrai, tu vois, j'avais pas fait de lien, mais effectivement, on l'a chez Vadi aussi dans certaines gardes, quand il présente certaines gardes, c'est le moment où il tire. Mais tu vois, les choses alors, peut-être plus que ces moments de transition, pour te montrer, ce qui m'interroge plus, c'est ça. Les deux estocs qui touchent, qui sont montrés, les deux pièces où il y a l'estoc qui touche. Là, si on suit l'image, bien sûr, on peut dire c'est une convention, etc. Et voilà. Mais si on suit l'image, ça peut être qu'une touche sur la pose du pied arrière. Tu finis, ou en tout cas, tu finis le déplacement en rassemblant la jambe. Il y en a forcément un des deux qui va vers l'avant. Sinon, s'ils vont tous les deux vers l'arrière, il n'y aurait pas eu la touche avec la pointe. Et donc, forcément, c'est ce moment où, en gros, ça se place et ça va venir toucher. Voilà. Et c'est très, je trouve que c'est très Destreza, mais peut-être, encore une fois, c'est notre vision moderne de la Destreza, ou la mienne, peut-être, tout simplement, voilà. Et là, on a vraiment, des fois, on a l'impression où il reste longtemps comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui me questionne. Je pense là-dessus, il y a peut-être aussi une question de pause pour l'artiste, parce que en fait, là, son épée, elle est au contact, mais elle n'enfonce pas, elle ne pas. Oui. Et donc, potentiellement, le moment d'après, en fait, son pied, il avance et l'épée, elle enfonce, quoi. Et là, il a déjà touché, là, il est à la limite. Ouais, il est à peut-être que c'est la limite et que c'est justement pour ça. C'est une époque où ils ne font pas des fentes extrêmes non plus, quoi. Chez Lovino, il ne semble pas y en avoir des très très grandes fentes. Il parle d'un grand pas pour les premières attaques, mais si le grand pas c'est ça, on n'est pas sur une fente voilà, qu'on a chez certains. Ouais, c'est pas Capoferro, voilà, exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'avais deux questions. La première, c'est à quel point on sait si sa stratégie de mécénat a fonctionné. On ne sait pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, mais voilà. Ouais. Alors après, comme c'était Henri III, il finit assassiné, donc en fonction de quand il a reçu le manuscrit, il a peut-être même pas eu le temps de le lire, quoi. Voilà. Non, blague à part, non. Enfin, à ma connaissance, voilà, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Voilà. La deuxième, c'était par rapport à la liste des duels avec les différents noms, est-ce qu'il y a une sorte de logique parce que tu as dit que parfois les personnages étaient de la même époque, parfois non. Mais dans la succession, est-ce que c'est comme chronologique? Est-ce qu'il y a Non. un truc pour se rappeler? Non, parce que là, dans le document qu'a fait Lionel Lauvernet, il les a vraiment identifiés, enfin la plupart. Et il y a la logique, c'est des fois quand c'est des personnages ennemis et qui sont des personnages bien connus, Scipio Hannibal, il y a César et Pompée par exemple, il y a, pour ceux qui aimaient la série Rome d'HBO, il y a Pulo et Vorenus, qui sont ces deux personnages qui sont cités dans la guerre des Gaules de César, ces deux centurions qui se tiraient la bourre, et César les cite dans la guerre des Gaules. Donc il y a des personnages comme ça qui sont à la même époque, et puis il y en a d'autres qui semblent vraiment des fois bout en bout de l'Antiquité. Quelques-uns on n'arrive pas à savoir exactement qui c'est, quoi. Et a priori il n'y a pas de chronologie dans les 66 duels. Voilà. Dans les pièces un peu... Alors, il y a quand même une chose. Il y a des pièces un peu importantes où des fois j'ai l'impression que c'est des personnages un peu plus connus qui apparaissent. Voilà. Là, ça, c'est peut-être l'aspect qu'on peut avoir. Et je crois qu'il y a Alexandre qui apparaît aussi à un moment donné. Voilà. Mais ça, c'est une modalité que tu as trouvée assez rare, mais tu vas le retrouver chez Thibaut d'Anvers. Ouais. Pas au point systématisé comme ici. J'aurais
une question au niveau traduction. Trouvade, c'est le terme en italien. C'est Trovare, je crois. Ensuite, tu vas avoir, dans la traduction de Fabrice, c'est le terme stringere qui va désigner les recherches du fer. Il faudrait que je revérifie, mais c'est ça ouais. Est-ce que c'est un moyen mémotechnique pour l'enseignement? Je pense. J'ai pas entendu. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment une dimension. Là, peut-être Hélène, tu pourras mieux. C'est ton univers, je pense, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension intellectuelle avec le savoir de la Renaissance et l'homme du XVIe siècle qui est fervent admirateur de l'Antiquité. Je pense que c'est plutôt là-dessus. Il y a une volonté un peu de donner un cadre un peu prestigieux. Je sais pas. Mais après, ça c'est sûr que moi ça me fait plus penser juste à une logique de mécénat et pour rendre prestigieux l'ouvrage, des gens connus. De ce que j'ai vu, voilà. Je te dis, le seul truc sur certaines pièces, il y a des personnages, voilà, qui sont des fois un peu plus prestigieux qui apparaissent sur des choses un peu importantes, mais c'est pas toujours systématique. Et puis, est-ce que des fois c'est, enfin, il faut pas oublier qu'on le lit 400 ans plus tard, le truc, et ce qui nous semble important à nous, est-ce que déjà ça l'était à l'époque? Enfin, il y a des trucs, nous des fois on nous dit ça c'est important pour comprendre le manuscrit, mais qui était peut-être courant en fait dans la pratique de l'escrime de l'époque. Ça, voilà. Et donc je ne vois pas de logique autre que celle que j'ai donnée pour le placement de ces personnages. Ils sont très colorés, en tout cas. Ça c'est avec toutes sortes de couleurs. J'avais une question sur la manière dont l'arme elle est employée en fait dans certaines illustrations. J'ai l'impression que Personne n'a une épée de côté avec lui là. Que je montre il y a un truc qui est super important c'est si tu peux en emprunter une. Alors ça c'est pas tous les auteurs qui nous parlent de la manière dont ils saisissent l'épée. On a un truc qui est super intéressant chez Lovino. Il nous explique il faut que je l'enlève. Hop. Alors, il nous explique, quand on est dans la position de garde, il faut placer le pouce sur la lame. Et ça, c'est un élément qui est super important. Au début, je ne comprenais pas ça. Quand j'ai démarré, j'avais tendance à mettre mon pouce deuxième phalange de mon index. J'avais fait un peu d'escrime bolognaise, et donc j'arrivais, je taillais. Lovino, il nous dit il faut placer ça. Au départ, c'est pas si facile parce qu'en plus, on a tendance des fois un peu à crisper. Et il nous dit il faut vraiment placer dessus. Et j'ai vraiment commencé à comprendre l'intérêt de ça quand on a développé le travail autour des pièces d'étrouvade. Quand on fait les pièces d'étrouvade, en fait, avec ce placement du pouce, on a beaucoup d'autorité sur la lame et sans forcer, et des fois juste en plaçant ici, en appuyant le pouce, on met une pression sur la lame de l'adversaire et il y a une autorité au fer qui des fois gêne l'autre, et des fois on peut rentrer et vraiment maîtriser et sans se fatiguer. Il y a un aspect aussi où ça allège le recrutement de l'épaule. Alors je ne saurais pas le dire, peut-être parce que là ma poigne elle appuie pas vers la lame et du coup c'est mon épaule qui doit compenser, mais juste ici là j'appuie avec le pouce et j'ai beaucoup plus de force.
Et sur le travail des trouvades, c'est super intéressant. Et là, quand on a commencé à comprendre à quoi ça servait, ça a changé notre pratique en fait au club. Parce qu'au départ, je disais, Lovino, il dit, il faut faire ça. On fait ça sur les fondas et les premières secondes du cours, et puis très vite on remet le pouce parce qu'on ne comprend pas à quoi ça sert. Voilà. Et au bout d'un moment, on a vraiment saisi le moment où il fallait à tout prix le mettre, des fois on pouvait relâcher un peu, et ça a vraiment fait évoluer notre pratique. Si tu veux remercier Peter aussi. Hop. Thanks Peter. Le téléphone. D'autres questions? Tu avais une question, Donald, non? Tu avais levé la main. Oui, c'est ça. Non. Il n'y a pas de séquence façon 1.33 ou voilà. Oui, c'est ça. Et généralement, alors dans la structure des duels, il y a, c'est un bon historien, il y a un plan en 3 parties. Très souvent, il y a meilleur que mes étudiants de première année. Il y a globalement un plan en 3 parties. Tu couperas ça à la vidéo. Généralement, ça fait 3 temps. La première pièce donne le ton, c'est-à-dire que il y a une première action, ça fait un battement, attaque coup droit, l'adversaire fait une parade riposte aux jambes et on revient se défendre. On repart de la même position, on fait un revers et pareil, il y a une parade riposte aux jambes de l'autre côté. Et ensuite, il y a un coup d'estoc avec parade. Et donc comme ça, on a vu les 3 attaques principales, le main droit, le revers et l'estoc, avec les parades et une riposte. Et voilà, et donc il y a les 3 parties, l'attaque en main droit, l'attaque en revers, l'attaque en estoc. Et donc ça fait 3 paragraphes si vous voulez, voilà. Et très souvent, elles sont structurées comme ça. Quand on a compris un peu ça, chez Lovino, on arrive des fois à le faire parler un peu plus que ce qu'il dit directement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions où il les amorce, il ne va pas jusqu'au bout, où il dit le personnage pense à faire ça. Sous-entendu, regarde, je t'ai présenté les actions dans les jeux d'avant. Si tu veux comprendre s'il avait été jusqu'au bout ce qu'il aurait fait, regarde les jeux précédents. Et donc il est plus riche en fait que des fois la seule lecture, la première lecture qu'on peut en faire, quoi. Oui, il y avait une question aussi sur l'espadon. Est-ce que chez Di Grassi, par exemple, c'est très sur la pointe. Est-ce que l'espadon, lui, il utilise encore beaucoup la taille alors, il y a sur une pièce, il parle beaucoup d'un coup qui ne définit pas et qui est juste dans la technique de l'espadon, c'est la sbarata. C'est pas comme Zlatan. Ça semble être en gros des grands coups circulaires qui fait depuis une garde de la barrière, qui va bouger un peu large. De mémoire, ça c'est la première pièce. Et de mémoire, la seconde pièce m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Il faudrait que je la reprenne. Je t'avoue que là, je l'ai plus en tête. Mais voilà. Après, il y a des choses que j'ai faites quand j'ai travaillé. J'ai fait quasiment toutes les pièces, sauf le cheval que j'ai pas expérimenté. Il y a des choses qui me sont apparues des fois un peu plus tard. Là, j'ai repris pour l'atelier de Dijon et ces derniers temps, là, j'ai repris les pièces de rondage. Les pièces de rondage, au début, j'avais pas fait attention quand j'avais travaillé dessus, mais en fait, il y a un petit système dedans. Sur deux pièces, il y a un petit système avec les 4 lignes, les 4 ouvertures, enfin, appelez ça comme vous voulez. En gros, si on trouve en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'est pas très varié parce que bien sûr, il y a que 2 pièces.
pièces. Ça va être moins varié que ce qu'on va avoir sur une épée rondage de Marozzo ou même sur Docciolini. Là, on regardait l'autre jour avec Aurélien, il y a des choses un peu croquées, tout ça. Voilà. C'est assez simple chez Lovino, mais il y a un petit système qui est cohérent avec ce qu'il propose. Voilà, beaucoup d'opposition de fer, pas trop de choses où on fait passer dans la force de l'autre, où on croque un peu le coup. Là, je ne sais pas si je suis très clair, mais tu peux lever un instant. Ou s'il appuie, je vais chercher à faire des actions comme ça. Lui, il est vraiment toujours caché derrière son épée, d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Ça serait plutôt de l'ordre du système, du coup, chez Lovino. Voilà. Et donc, à la rondage, il garde cet aspect-là, il se cache derrière son épée et il va dire ce qu'il faut faire dans les 4 ouvertures. En gros, voilà. 4 lignes, si vous êtes escrimeur moderne. À la dague, c'est pareil aussi. Il y a 6 pièces, mais il y a pareil un système qui est assez cohérent. Il aime bien les doubles actions. Là. On menace à la fois de la dague et de l'épée. Là, sur les dernières pièces, il montre ça. Et la lance. Alors la lance, je l'avais vue de suite. D'ailleurs, j'ai commencé Lovino par la lance. Quand j'ai commencé il y a 4 ans, j'étais allé voir parce que je cherchais des trucs de lance et plutôt chez les Italiens parce que j'ai un abord plus facile avec la langue italienne qu'avec l'allemand. Et donc j'ai commencé comme ça et c'est en bossant la lance que ça m'a donné envie de voir tout le reste. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là. Et j'ai replongé. Donc voilà, et le système de lance est super bien fait. Il y a vraiment une structure qui est très claire et les pièces de lance sont très agréables à bosser. La lance en elle-même, en tant qu'arme d'as, c'est juste le fer de lance. Il n'y a pas de crochet, il y a pas de, c'est pas une ronconne, c'est pas un épieu, c'est pas la pertuisane. A priori, c'est vraiment une lance. Voilà. Ce qui est un peu étonnant, c'est pas là voilà. À la même époque, c'est plutôt la pique. Là, il faut demander à Monsieur Dupuis, là, c'est un expert de la pique, mais voilà. Enfin, quand on a bossé un petit peu au club, là, quand on a travaillé un peu sur les armes d'as de la Renaissance, on n'avait plus trop travaillé de la pertuisane, voilà, des armes de ce type-là. À ma connaissance, c'est le seul Italien sur la lance sur cette période-là. Enfin, Fiore, il y a de la lance en armure qui est montrée, mais il écrit bien avant. C'est plus du tout le même cadre. Je crois que Vadi reprend les pièces de Fiore, si ma mémoire est bonne, à la lance. Mais bon, tu en connais d'autres à la lance? Non, les autres, ils vont surtout mettre en avant les armes d'as plus complexes. Oui, voilà, c'est... Que ce soit chez Di Grassi ou Marozzo, ça va être effectivement le Roncone, ça va être la Speda. Les pieux, ouais, la Corse. Corsec. Ouais, voilà. C'est pas le terme italien, mais c'est l'idée. Spiedo. Il n'y a pas un truc Corsica aussi, non? Un truc comme... Non, je me trompe. Et tu as la pertuisane. Tu as la pertuisane. La pertuisane qui va être mise en avant comme arme de base. Et plus du tout la demi-pique, qui serait le correspondant français de ton arme ici. Ça t'inspire quelque chose, Vincent? Alors, Vincent a répondu très souvent à mes questions, des fois, quand j'ai commencé à travailler chez Lovino. Voilà. Et je mentionnais tout à l'heure pour les armes et le poignard, mais voilà, il y a eu d'autres aides, des fois sur des questions de contexte où il est venu m'éclairer. Donc, merci à toi aussi là-dessus. Ben voilà. Je crois que j'ai un atelier samedi matin, ce qui est prévu avec les pièces de rondage. Donc si ça vous a donné envie de voir un peu plus en pratique comment ça marche, ça sera avec plaisir. Voilà. Et ça sera en français aussi. Merci. Merci pour votre attention.